Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour et merci infiniment de nous recevoir encore chez vous ce matin. Rencontre, échange, nouveau numéro, l'émission débat, entretien de la Société d'État Santé. Et ce jour encore, nous allons parler de la situation en Côte d'Ivoire avec cette nouvelle étape pour la victoire de Laurent Gbagbo de son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Après leur acquittement en première instance, c'était en janvier 2019. Leurs conditions de détention ont été assouplies par la CPI, c'était jeudi dernier. Quel avenir politique pour Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse? Eh bien, on en parlera, mais aussi du procès de Vita Kamere, le chef de cabinet de la présidence en RDC et qui est donc maintenant en détention pour une affaire de corruption, ou encore le cas Hissène Habré qui est sorti de prison pour cause de pandémie de coronavirus. Et pour en débattre, Maître Sylvestre Atto-Messon, il est avocat inscrit à la CPI. Maître, merci d'accepter notre invitation. Bonjour, merci. Bonjour. Voilà. Alors, mais avant cela, on va parler de chez nous, le Togo. Oui. Oui, il y a plusieurs semaines que le chef de l'État qui a été réélu a prêté serment. On attend toujours la formation d'un nouveau gouvernement. Je vous remercie de m'avoir invité encore une fois. Monsieur Wilson, on est là depuis quelques années ensemble. Et je crois que, d'abord, mon nom c'est Sylvain, pas Sylvestre. Ah d'accord. Je voudrais qu'on corrige, parce que ça fait confusion. C'est cela. Et ensuite, vous remercier de m'avoir invité. Et j'ai constaté que vous respectez les mesures de distanciation dans votre station. C'est une très bonne chose. C'est cela. Maintenant, pour revenir à votre question, les élections sont terminées depuis février 2020. Les résultats sont proclamés. Le chef de l'État a prêté serment le 3 mai dernier. Eh bien, on attend la formation du gouvernement. Entre-temps, la pandémie du coronavirus est passée par là. Oui. Il a fallu prendre des mesures assez hardies pour... Nous sommes en état d'urgence sanitaire. Pour prémunir la maladie. Il faut également noter que à ce niveau, le Togo a eu une attitude de riposte assez intéressante qu'on peut apprécier, sauf quelques éléments, quelques zones d'ombre qu'il faut quand même relever. On aurait pu interdire par exemple les vols internationaux dès qu'on a jugulé les épicentres de la maladie. Et il faut également noter que cette maladie a permis de mettre le doigt sur une réalité frustrante de notre pays, c'est-à-dire l'absence chronique des conditions de soins assez décentes dans notre pays. On a eu le temps, on a mis l'accent là-dessus, on l'a dit à temps et à contre-temps. Mais maintenant, on parle du gouvernement. On attend le gouvernement parce que le gouvernement, le président de la République a prêté serment au moment où le coronavirus est arrivé à un temps de son évolution dans notre pays. Et il fallait prendre les mesures idoines pour faire face à cette pandémie, comme tous les pays du monde. Et le gouvernement qui est en place le Premier ministre aurait dû rendre son tablier pour permettre au chef de l'État de nommer un nouveau Premier ministre et nommer un nouveau gouvernement. Moi, ce que je vois dans l'attentisme que nous remarquons, il y a effectivement le coronavirus, mais il y a également une situation qu'il faut quand même régler, les questions sécuritaires, les questions de cohésion sociale qu'il faut régler. Et il faut noter que le chef de l'État, arithmétiquement, a été élu par 3 Togolais sur 4. Il a été élu par 3 Togolais sur 4 et il a une majorité confortable à l'Assemblée nationale, qui lui permet de gérer le pays et de se passer de toutes autres considérations, de nommer ses hommes et de gouverner le pays en lui imprimant une nouvelle dynamique. Mais ça, c'est arithmétique. C'est ça. Il y a d'autres réalités dont il y a d'autres réalités. Nous sommes 7 millions de Togolais. Et c'est 3,5 millions qui ont été inscrits sur la liste électorale. Et sur ces 3,5 millions, c'est une partie qui a voté pour le chef de l'État. 72%. 72%. Le reste s'est porté sur d'autres candidats.
Et il y a également 3 millions de Togolais qui ne se sont pas exprimés. Et qui dont leur voix, leur point de vue doivent compter. Non, en démocratie, c'est la loi de la majorité, maître. La loi de la majorité, c'est la démocratie à l'européenne, la démocratie à l'occidentale, a ce vice-là, qu'elle ne permet pas de rassembler, de créer une situation de rassemblement conséquent. C'est ça. Pour engager... Vous pensez qu'il faut tenir compte de ceux-là qui ne Il faut sont tenir pas, compte de cette partie de population qui ne se sont pas exprimés, Oui. parce que les gens ne se sont pas inscrits par refus, par déni du pouvoir en place, ou ils ont suivi les consignes de leurs dirigeants qui ne sont pas intégrés dans le processus. Il y a tous ces éléments-là dont il faut tenir compte pour pouvoir former un gouvernement qui puisse rassembler un certain nombre de gens. Et vous avez vu que aujourd'hui, on doit commencer les arbitrages nécessaires pour s'attirer de nouvelles figures, s'attirer de nouvelles compétences et voir aujourd'hui que est-ce qu'il faut remettre l'équipe en place qui a conduit le chef de l'État à son élection, qui a conduit le processus électoral avec les institutions. Il faut reconduire les mêmes personnes. Faut-il changer? Parce que vous savez, il y a des gens dont l'image indispose les citoyens. Faut-il les maintenir parce qu'ils ont servi un homme, un système, ou faut-il les dégager pour faire venir de nouveaux visages et tout ça? Voilà, je crois que c'est tout ce travail-là qui est en train d'être fait. Et n'oubliez pas qu'il y a eu un événement également, la mort du colonel Magulba au sein de l'armée. Tous ces éléments-là mis ensemble font que le chef de l'État doit pouvoir trouver les angles nécessaires pour répondre. Et surtout, voir des gens qui vont porter son programme de gouvernement, qui est porté sur le social. Le programme précédent, le mandat précédent était un mandat social, mais qui n'a pas répondu aux attentes, parce que nous n'avons pas des hôpitaux, nous n'avons pas des structures éducatives appropriées. On a à la place des brasseries, pour lesquelles on fait des publicités tapageuses. On aurait pu utiliser cet argent-là pour faire d'autres choses. Donc tout ce travail-là est important à faire pour que ceux qu'il va faire venir dans le gouvernement ou mettre à des postes de responsabilité puissent porter son programme social qui doit être l'accent sera mis sur la santé, sur l'éducation, sur la réduction de l'injustice sociale, sur la réduction de la précarité et créer des conditions pour qu'il y ait une classe intermédiaire qui puisse porter la majorité des Togolais. C'est une équation assez importante. C'est cela. Alors concrètement, que faut-il attendre encore de ce nouveau mandat de Faure Gnassingbé? Il a dit dans son programme, vous avez lu son programme, il a sillonné tout le pays et pour promettre que nous allons rentrer dans l'émergence. Nous allons rentrer dans l'émergence avec le programme national de développement qui a été déjà, qui a fait l'objet de beaucoup. Mais le problème qui se pose, est-ce que nous avons les moyens de notre programme national de développement? Ou faut-il aller chercher encore de l'argent ailleurs, nous endetter pour créer un programme et créer la croissance? Mais est-ce que ce programme-là va permettre à tous les Togolais de bénéficier d'un bien-être minimum? Parce que quand vous voyez, les Togolais n'ont pas besoin de grand chose pour mieux vivre. Hein. Le minimum vital quotidien. Le minimum vital quotidien. Est-ce que la minorité dont il parle, qu'elle est riche, va-t-elle céder une partie de tout ce qu'elle a pu prendre pour créer un élan de solidarité nationale, pour pouvoir aplanir un certain nombre de divergences, niveler les injustices sociales, pour que tous les Togolais se sentent concernés par la chose publique? Je crois que ce sont des challenges que le chef de l'État, dans ce quatrième mandat, doit pouvoir relever pour réunir autour de lui et autour de son programme beaucoup de Togolais. Parce qu'il faut sortir de la posture du parti dominant qui a tous les leviers du pouvoir, qui peut s'accaparer de tous les pouvoirs et qui peut distribuer des miettes aux gens. Il y a beaucoup de gens qui sont suffisamment compétents, qui ont beaucoup d'aptitudes pour porter notre pays vers l'émergence. Mais si c'est toujours un fonctionnement de clan,
d'amis, parce qu'il faut dire qu'on ne gouverne qu'avec ce qu'on connaît et ce qu'on apprécie. Mais dans un pays où la pauvreté a une dimension exponentielle, il faut chercher les éléments nécessaires pour permettre à un nombre important de citoyens de compétences, d'intelligence, de se mettre au service du pays. Lorsque je veux mettre mon intelligence au service du pays et qu'on me demande d'où je viens, qu'on me demande de quel parti je suis, ça crée un problème de frustration. Les questions politiques, les questions ethniques doivent aujourd'hui s'arrêter aux portes des élections. On doit maintenant régler le problème de l'unité nationale, travailler en sorte que le Togo devienne une nation prospère et une nation émergente. Et c'est un défi important. Alors, ce qui veut dire que si jamais il faut faire appel à une personnalité de l'opposition, ça ne vous aiderait pas, vous, de participer à l'action gouvernementale? Vous savez, le Togolais n'accepterait pas, dans des conditions où les choses se passent dans notre pays, qu'un opposant comme Fabre, celui comme Tipi et Sadam, participe à un gouvernement. Sauf dans un processus d'explication, de pédagogie et de cogestion, comme l'avait proposé M. Maître Agboibon, où les forces nationales se mettent ensemble, s'entendent sur l'essentiel. Il ne faut pas amener les opposants pour les clochardiser, pour les décrédibiliser. Lorsqu'on amène des opposants ou des gens de la société civile dans un gouvernement, il faut leur donner les moyens de pouvoir s'exprimer et mettre en évidence leurs compétences. Mais si c'est pour aller servir de béquille, comme on dit, de béquille pour le gouvernement, pour colorer le gouvernement, pour donner l'impression que nous sommes en train de faire des ouvertures, ça n'a pas de sens. Justement, il y a 10 ans, l'accord UFC-RPT. L'accord UFC, vous avez vu ce que ça a produit. À mon avis, quand on fait le bilan de cet accord UFC, ça a permis d'amener des gens au pouvoir, d'amener des gens au gouvernement, qui y sont, mais qui ne participent pas en tant que tels, qui n'ont pas des leviers, qui ne sont pas au levier essentiel de pouvoir de décision. Un accord politique doit pouvoir s'exécuter en toute intelligence, en bonne foi, et avec la volonté d'aller de l'avant. Mais si c'est pour distribuer des strapotins, c'est pour distribuer des postes, offrir de l'argent, permettre à des gens de relever leur niveau de vie, ça n'a pas de sens. Et le peuple, dans cette situation, le peuple est où? UFC a des militants. Ces militants doivent retrouver dans l'accord avec le RPTO uni les retombées, les réalités concrètes de cet accord. Maintenant, est-ce que l'UFC elle-même s'est une fois réunie pour faire le bilan de cet accord, c'est il y a 10 ans, pour faire le bilan de cet accord, ce qu'elle a gagné, ce qu'elle a pu apporter au peuple. Elle a servi à faire numériquement un certain nombre d'allers-retours entre l'opposition et le pouvoir lorsqu'elle est au Parlement et a décidé. Et vous avez constaté que bien qu'elle soit en accord avec le parti au pouvoir, elle n'a pas appelé à voter pour son partenaire de l'accord. Elle a gardé un certain silence. Tout cela, ça prouve que cet accord n'a pas des racines solides fondées sur la sincérité, fondées sur le souci majeur de faire progresser le pays et de profiter aux populations et aux militants. C'est ça. Et est-ce que lorsqu'il est allé signer cet accord, le président Géry-Christ Olympio, a-t-il consulté la base? Oui. A-t-il demandé aux gens, est-ce que je veux aller faire cet accord-là? A-t-il expliqué cet accord aux autres, aux militants? N'est-il pas allé lui seul ou avec son entourage immédiat pour créer des situations où on va distribuer des postes à des gens qui sont revenus des États-Unis, de France, pour pouvoir avoir des postes de ministres? C'est toute la question qu'il faut se poser. C'est ça. On va rapidement terminer sur cette question avec l'état actuel de notre opposition. Elle est sortie encore plus que divisée de cette élection de février 2020. Elle est même atomisée. Elle est même atomisée. Elle est en lock. Et c'est extrêmement dangereux pour le système de démocratie que nous voulons construire. Quand on a une opposition en miettes, on s'achemine vers une dictature qui se légitime
par des élections successives, mais qui n'a pas de répondant. C'est la même situation qui est en train de se créer au Bénin, on reviendra là-dessus. On n'a pas de situation d'opposition conséquente qui pouvait porter la contradiction. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, les contre-pouvoirs sont en train de se disloquer. Même la société civile perd toute sa consistance. Le fait de suivre les politiques, à force de suivre les politiques, de s'aligner sur les politiques, au lieu de revendiquer un certain nombre de valeurs et de principes, eh bien notre opposition aujourd'hui est devenue l'ombre d'elle-même dans notre pays et c'est extrêmement dangereux pour notre démocratie. Et cela, depuis que les élections législatives se sont déroulées à sens unique avec des indépendants et des partis qu'on a fait venir dans le jeu, on s'aperçoit aisément qu'un boulevard est tracé et nous sommes dans une situation de parti dominant qui n'a plus de contre-pouvoir et d'éléments de contestation, et même les voix dissonantes qui veulent se lever perdent leur crédibilité parce qu'on a suffisamment, ils se sont eux-mêmes insultés, ils se sont eux-mêmes décrédibilisés, qu'aujourd'hui, lorsque par exemple Jean-Pierre Fabre va parler, une partie de la population va dire « fous le camp, tu es déjà allé prendre de l'argent ». Sans savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Oui. Et c'est bien dommage. Hein. Oui, quand on a fomenté l'opinion dans ce... On a fomenté l'opinion dans ce sens, à telle enseigne que si tu n'as pas suffisamment de recul, tu suis. Et ça décrédibilise le discours de l'opposition. Et c'est extrêmement dangereux pour notre démocratie, parce que lorsque les gens sont morts pour qu'il y ait le multipartisme, pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'il y ait les élections, ce n'est pas pour arriver à ce résultat où les mêmes personnes sont là au pouvoir, se changent, comme un jeu de cartes où on déplace les gens, on les met à ce niveau, on les déplace, on les remet à ce niveau. On fait non. Mais tout n'est pas perdu, elle peut rebondir, cette opposition togolaise. Je ne crois pas qu'elle puisse rebondir dans cette situation-là. Il faut un travail. Vous savez, l'opposition togolaise qui était née dans les mouvements de 1990 avec les Agboibo, les Demkodjo, les Nyenevi, était une opposition qui était à cette image-là, qui était divisée, mais qui avait des moments de sursaut. Mais l'opposition actuelle s'est décrédibilisée par cette guerre, cette querelle intestine. Et par sa façon de ne pas rassurer le peuple. Aujourd'hui, les militants sont dans une situation de désolation. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, ils s'insultent, ils s'envoient des mots de tous les gens. C'est sale, c'est vraiment piteux pour notre pays, qui a été un modèle de combat pour l'indépendance en Afrique. Moi, je ne suis pas des années d'indépendance, mais mon père m'a raconté comment le peuple togolais s'est battu et a servi de locomotive pour les autres pays, pour les autres peuples, pour l'indépendance, pour les indépendances dont nous avons fêté l'anniversaire en avril, mais dans une situation de pandémie qui ne nous a pas permis de nous souvenir de ces moments-là, ces moments forts que les pères des indépendances ont pu mener, ont pu conduire pour libérer nos pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de retomber dans un recul démocratique qui fait peur, partout en Afrique. Et ça fait extrêmement peur, et c'est malheureux pour notre opposition. Je crois qu'ils auront suffisamment de ressorts, ou alors de nouveaux leaders vont émerger, vont prendre... l'émergence d'une nouvelle classe. Il faut une émergence d'une nouvelle classe, d'une opposition plus jeune, plus consciente, plus panafricaniste, qui ne va pas chercher les solutions de ces problèmes à l'extérieur, qui ne va pas tout le temps trouver les sources de nos problèmes en Occident, qui ne va pas chaque fois dire, voilà, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est la Belgique, qui font que nous sommes dans cette situation, mais une opposition qui prenne la mesure de ce que les peuples africains attendent de leurs dirigeants, de leur élite, des intellectuels. Merci. Rencontre ici un nouveau numéro. Maître Sylvain Atomessan, avocat inscrit à la CPI.
Et mon invité, premier sujet, c'était donc la situation qui prévaut chez nous au Togo après donc la présidentielle du 22 février 2020. Deuxième sujet de notre discussion, c'est bien cette nouvelle qui est tombée cette semaine, une nouvelle victoire pour Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé après leur acquittement en première instance en janvier 2019. Eh bien, l'ex-président et son co-accusé ont donc vu leurs conditions assouplies par la CPI, la Cour pénale internationale. Alors, sont-ils définitivement tirés d'affaire ou bien y a-t-il encore des écueils sur le chemin de leur liberté totale? Oui, il y a d'abord la décision finale que la Chambre d'appel doit rendre et pour laquelle, dont on attend l'issue. Mais il faut reconnaître que à ce niveau, la décision qui a été rendue jeudi est une décision d'abord inédite. Parce que lorsque vous m'avez lancé l'invitation hier, j'ai cherché les contours juridiques de cette nouvelle donne que crée la CPI. Ils sont désormais libres de circuler. En libérant les gens, mais en posant aussi d'autres conditions. Ils ne doivent visiter que des pays qui sont membres de la CPI. 123, c'est beaucoup? 123, oui, c'est beaucoup, mais ils n'iront pas dans tous les pays. Ils peuvent rentrer chez eux dans cette hypothèse. Ils peuvent rentrer chez eux dans cette hypothèse, puisque la Côte d'Ivoire est membre de la CPI, mais il ne peut pas venir par exemple au Togo, puisque le Togo n'est pas membre de la CPI. Le Togo n'a pas ratifié le statut de Rome. Donc il ne peut pas venir au Togo. La Côte d'Ivoire, qui est en train de renier sa signature au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, comme le Bénin. Le Bénin, oui. Ils peuvent aller dans d'autres pays, mais ils doivent toujours se justifier, poser un... J'ai lu la décision en filigrane tout à l'heure au réveil. C'est une avancée notoire pour leur situation. C'est ça. Parce que j'étais à la haie l'année dernière, j'ai vu l'avocat de Blé Goudé qui est resté en Hollande sans sortir. Gbagbo était à Bruxelles sans sortir. Maintenant, ils peuvent sortir. Ils peuvent même aller dans leur pays. Les médias, pas de déconfinement. Voilà, ils sont judiciairement déconfinés. Oui. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent aller dans leur propre pays? C'est le problème. C'est ça. Et vous savez qu'il y a un autre procès qui attend M. Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Donc, dès qu'il arrive à Abidjan, on peut se saisir de lui. Ils ont été condamnés pour 20 ans encore. Oui. On peut se saisir de lui et le remettre en prison en Côte d'Ivoire. Donc, je ne suis pas sûr que lui, il puisse aller en Côte d'Ivoire. Pour Gbagbo, est-ce que c'est le moment d'aller en Côte d'Ivoire à quelques mois des élections? Peut-il être candidat? Ce sont toutes ces questions que vous m'avez posées. Je ne pense pas qu'il soit encore nécessaire, je vous l'ai dit lorsque vous m'avez invité une fois ici, qu'il soit nécessaire que Gbagbo retourne en politique? Non, pas retourner en politique, mais veuille devenir président. Voici mon analyse, elle est personnelle. Quand on a fait 10 ans au pouvoir, il faut pouvoir passer la main. C'est ça. Il faut pouvoir passer la main. Oui, mais 10 ans au pouvoir dans des conditions que nous connaissons. Il a fait 10 ans. Il a été président pendant 10 ans. Oui. Ça suffit. Parce que lorsqu'on est dans la revanche perpétuelle, parce qu'en voulant revenir en Côte d'Ivoire, se positionner, c'est pour créer une condition de revanche psychologique ou encore sous d'autres formes. Ça va encore retarder le pays. C'est ça. Il peut pousser ces dauphins, un de ces dauphins, à aller au pouvoir. Il peut rester dans l'ombre et devenir le sage de la Côte d'Ivoire. Il peut décider d'aller revoir son frère Ouattara pour réfléchir à une meilleure Côte d'Ivoire émergente et à une Afrique émergente qui vient de se débarrasser symboliquement du franc CFA. Oui, un autre sujet aussi. Un autre sujet qui vient de se débarrasser symboliquement du franc CFA. De voir comment on peut créer les conditions d'une meilleure indépendance financière, économique et monétaire. Parce que l'indépendance africaine est une indépendance de papier. Politique. Politique, même de papier. Parce que après les indépendances, on a tué ceux on les a dégagés du pouvoir. On a mis des dictateurs qui ont réglé les problèmes dans un système monopartisan. Et puis on a dit, bon, non, maintenant, vous avez besoin de démocratie. Et vous voyez la démocratie que nous avons. Donc je crois que on parle de Gbagbo, oui. Gbagbo peut repartir en Côte d'Ivoire.
C'est un citoyen Il ne ivoirien. peut jouer un rôle politique, c'est ça? Non, il peut jouer un rôle politique, Mais mais sous pas de d'autres formes, premier pas plan, forcément, c'est ça. sous d'autres formes. Oui, oui. Et faciliter les conditions d'une réelle réconciliation. Lorsque vous entendez les Ivoiriens, ils disent, mais non, on ne peut pas se réconcilier tant que Gbagbo est à la CPI, tant que Blé Goudé est à la CPI. On peut maintenant créer les conditions pour que Gbagbo prenne une place importante dans le jeu politique ivoirien. Qu'il soit celui-là qu'on va consulter pour permettre à la Côte d'Ivoire de jouer son rôle de locomotive De la sous-région. de la sous-région. Et ça doit être le sage là que nous allons consulter, nous les jeunes, parce que c'est un panafricaniste, donc que j'apprécie forcément. Il a eu des positions panafricanistes. Et nous avons besoin aujourd'hui des gens qui aiment l'Afrique, qui pensent à l'Afrique et non pas qui pensent au pouvoir pour venir créer encore de la tisanie. C'est ça. Mais à condition que Ouattara lui donne les moyens de jouer ce rôle d'autorité morale pour la Côte d'Ivoire. Ouattara est en train de finir son mandat. Et Ouattara, Son dauphin, malheureusement, qui est malade. oui. Ouattara ne peut que faciliter cela aujourd'hui. Parce que, vous savez, quand il y a eu guerre, quand il y a eu des tueries, on ne peut pas chercher les coupables que dans un seul camp. Même si c'est des gens qui ont agi au nom et pour le compte de Ouattara, il a une responsabilité morale d'avoir cautionné ces gens-là. Si lui, il a eu la chance de n'avoir pas été à la CPI, de n'avoir pas été poursuivi. Certains pensent qu'après Gbagbo, c'est son tour. Hein? Non, je ne pense pas que ce soit possible parce qu'avec le dossier ivoirien pose un problème énorme à la CPI. Le dossier ivoirien pose un problème. Sinon, dans quelles conditions on peut relaxer quelqu'un, on peut la quitter et on lui dit, mais j'ai fait appel, tu ne te déplaces pas. Et quelques mois après, on dit, tu te déplaces, mais tu n'iras qu'ici, que tu n'iras que là. Donc c'est un problème. Je ne pense pas que la CPI veuille encore remplir avec le dossier de Côte d'Ivoire. On a d'autres dossiers. Elle veut s'en débarrasser? Elle va en finir. C'est ça. Elle va en finir. Est-ce qu'il y a un recul pour les droits de l'homme ou bien vraiment la Non, ce n'est pas un dit? recul. Je vous ai dit également sur ce plateau que à la CPI, on ne condamne pas forcément. On ne va pas à la CPI pour Bien se sûr. faire condamner. Ah, oui, oui. On va à la CPI pour être jugé. On peut être jugé, être acquitté ou être condamné. Condamné, oui. Ce n'est pas un recul. Vous savez, la Cour pénale internationale est née d'une longue gestation. Il y a des oppositions. Les États-Unis, la Chine, la Russie, qui sont des grandes puissances, n'ont jamais accepté la CPI. Et la CPI est aujourd'hui à une phase de reprise ou de reconstruction administrative et judiciaire. Le dossier Gbagbo a été un outil d'apprentissage énorme. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le dossier Gbagbo est également politique. Il y a derrière des mains derrière, qui tiraient les ficelles, qui ne voyaient pas d'un bon oeil que Gbagbo puisse être libéré. Et il y a d'autres, le peuple de Côte d'Ivoire, pour les partisans de Gbagbo, qui tenaient à ce que Gbagbo soit libéré. Aujourd'hui, on est en train de régler le problème en rendant une justice à cheval où Gbagbo n'est pas coupable, mais Gbagbo n'a pas les mains libres. Jusqu'à ce qu'on ait fini les élections en Côte d'Ivoire, que Gon Koulibaly ou un autre du RHDP prenne le pouvoir et qu'on amorce des discussions pour que Gbagbo joue un rôle dans l'échiquier politique nationale en tant que patriarche aujourd'hui, non plus pour devenir président. C'est ça. Des présidents qui vont et qui reviennent. Et quand on a fait 10 ans au pouvoir, je crois que c'est suffisant pour pouvoir se mettre à l'écart et permettre à d'autres personnes de venir. Donc le message s'adresse aussi à tous ces... À tout le monde. À tous ces, oui, quand on prend la Côte d'Ivoire, à Bédié et aux autres aussi. Hein, Oui. Bédié, bon, je ne vois pas Bédié revenir à 80 ans au pouvoir, sauf... nous avons des présidents qui ont 40 ans. C'est ça. En France, qui ont 45 ans, qui ont 50 ans. Et c'est pour ça que je suis vraiment déçu par le comportement de notre grand professeur guinéen, qui, à son âge, à Fakonde, qui a fait pendant l'opposition et qui aujourd'hui fait pire que ce qu'il avait martyrisé. Donc je ne comprends pas cette posture-là. Je crois que Alpha Condé a fait ses preuves. Il aurait pu se retirer
et avoir la gloriole d'avoir été un chef d'État qui a passé la main. Ça. Mais là, vous avez vu ce qui s'est passé au Burundi. M. Nkurunziza n'est plus jamais rétabli en s'imposant pour un troisième mandat et dans des conditions que cela pose. Aujourd'hui, il a ramené son dauphin. Il va encore tirer les ficelles. C'est malsain pour la démocratie. C'est malsain. Mais il a eu quand même tout de même l'honneur de se retirer. Il a eu l'honneur de se retirer comme M. Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est à leur honneur. Et pour cela, il faut les féliciter, il faut les remercier. Et au nom des Africains, des jeunes Africains qui également ont envie d'avoir les mains libres, d'accéder à des charges. Parce que lorsque vous êtes au pouvoir pendant 10 ans, et si les gens ne sont pas autour de vous, ils n'accéderont jamais aux postes de décision, ils n'accéderont jamais. Les gens créent autour de vous un cocon qui les empêche de créer des situations. Mais si on ouvre la situation pour que d'autres personnes viennent, ils viendront avec leurs hommes. Ça va permettre à un ensemble, à un groupe important d'Africains, de citoyens, de s'intéresser à la chose publique. C'est ça. Voilà. On reste toujours dans les affaires judiciaires avec vous, M. Sylvain Atomessan, avec... on sera en RDC, l'affaire Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, qui est donc dans une affaire de soupçon de détournement dans le programme de 100 jours du président Tshisekedi. Une affaire politique ou bien une affaire encore... Bien sûr. Vous savez, les faiseurs de rois ne deviennent jamais rois. C'est rare que les faiseurs de rois succèdent au roi. C'est compliqué alors. Oui. Vital Kamerhe, qui voulait être président, a sacrifié ses ambitions pour soutenir Tshisekedi. Les mois passant, Tshisekedi, sachant dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir, étant tiré à gauche ou à droite par le clan kabiliste, il veut se débarrasser de sa droite, de sa gauche tenue par Faolo, et de ceux qui sont derrière lui, M. Kamerhe, pour pouvoir faire face, dans 3 ans, aux kabilistes. C'est ça. C'est le syndrome du second mandat. Qui se prépare déjà. Qui se prépare. Lorsque vous arrivez pour la première fois, vous avez des gens, des alliés avec qui vous arrivez au pouvoir, mais qui ont tué leur ambition pour vous porter au pouvoir. Et vous êtes rentré dans un accord par lequel vous dites, après moi, ce sera vous. C'est ça. Mais dès qu'on s'installe au pouvoir, les premières victimes ou les premiers adversaires deviennent ceux qui s'activent derrière vous pour arriver au pouvoir. Il faut s'en débarrasser. Le président béninois actuel avait trouvé la solution en disant que c'est lorsqu'on prépare un second mandat qu'on ne se soucie pas de développer le pays, on ne se soucie pas du peuple. Et il a promis, il a dit publiquement qu'il ne fera son mandat, mais comme les politiques nous mentent toujours, ils nient toujours leurs paroles, il est en train de créer des situations pour se représenter et créer le vide autour de lui. Et dans cette situation... Il a décapité l'opposition. Il a décapité, il a dynamité l'opposition. Dans cette situation, soit on utilise la force brute, soit on utilise la justice, soit on crée des situations d'imbroglio pour vous décrédibiliser. Et à partir de ce moment, on se retrouve seul aux manettes. Kabila est en train de faire ce que Talon fait avec habileté au Bénin. Kabila va se débarrasser de Kamerhe, Vital Kamerhe, parce que dans leur accord, il semble qu'il va diriger et puis Kamerhe va prendre la suite. Mais ceci dit... Ce qui veut dire que Kabila veut encore revenir au pouvoir, c'est ça? Non, je dis que Kabila, Tshisekedi. Dans leur accord, oui. Dans leur accord, c'était lui après Kamerhe. Je crois qu'ils ont signé ça à Nairobi, pendant que les autres se retrouvaient en Belgique. Et donc, il faut rapidement se séparer, ou alors décrédibiliser le clan de Kamerhe pour faire face aux kabilistes, qui ont les leviers du pouvoir, puisqu'ils ont la majorité au Sénat et à l'Assemblée. C'est ça. Donc, de façon évidente, Tshisekedi ne pourra jamais avoir les mains libres pour diriger le pays, tant que les kabilistes ont autant de pouvoir. Mais en même temps, il doit se méfier de ses propres alliés.
Et dans ce... Qui peuvent facilement aussi changer de camp. Qui peuvent changer de camp, qui peuvent aller s'allier. Kamere vient du camp kabiliste. Ils peuvent retourner chez les kabilistes et former une force pour détrôner Tshisekedi. Ceci dit, il ne faut pas cependant dire que Kamere n'est pas au-dessus de tous les soupçons. Oui. Comme dans tous les pays où on arrive au pouvoir, on va amasser les sous, mais est-ce qu'il a pu détourner autant d'argent seul, sans complice, sans que son patron, celui qui est le maître d'œuvre de cette opération, ne soit informé? Pourquoi a-t-il fermé les yeux là-dessus? Et que c'est en ce moment-ci qu'il décide de se débarrasser de lui. Et c'est là le cynisme des pouvoirs. Lorsque vous êtes avec nos dirigeants, les dirigeants de nos pays, ils vous laissent commettre des conneries. Vous les faites peut-être parfois ensemble, mais après un moment venu, c'est vous qui portez le chapeau parce que lui, il a encore le pouvoir. C'est difficile de le toucher. Et donc c'est vous qui répondez de toutes ces malversations-là. Et tout cela, lorsque vous avez même constaté que lorsqu'on a fait les modifications constitutionnelles dans notre pays, on a donné une humilité au chef de l'État à la fin de son mandat, sans se soucier des autres qui l'ont accompagné. C'est ça. Vous avez vu, donc le prince trouve toujours une occasion de se mettre à l'abri et d'envoyer de trouver des boucs émissaires. Et ce dossier, on livre Kamere pour deux raisons. D'abord, on le livre pour que Tshisekedi, qui ne doit pas dire, qui n'était pas au courant, se mette à l'abri, mais également pour l'écarter. Lorsqu'il sera condamné à 5 ans avec 10 ans d'inéligibilité, ça ne fut que pour lui. Ça. Il a une soixantaine d'années, le temps de finir son éligibilité, et d'autres vont passer. Voilà. Alors, et ce procès pourrait-il aller jusqu'au bout? Il y a déjà 2 juges chargés de l'affaire qui sont déjà décédés. C'est pas mystérieux? C'est mystérieux, mais bon, nous sommes en Afrique. Vous avez dit nous sommes en Afrique? Non, de toute façon, ça ira jusqu'au bout, sauf si le président Tshisekedi décide un jour de dire, bon, mon ami, mon compagnon de route, nous allons trouver une solution pour le mettre à l'écart, le nommer ambassadeur quelque part, ou le ranger, et puis le dossier va mourir. Ce serait un compromis. Le dossier va mourir de lui-même. Il y a eu des dossiers comme ça qu'on a sortis, qu'on a enterrés, qui sont morts de leur propre lente mort. Ça peut arriver, il y a ces 2 situations. Mais ce n'est pas la mort des juges qui met fin au procès. Parce qu'il y a d'autres juges qui vont faire le boulot. Qui vont accepter. Qui vont accepter de faire le boulot. C'est ça. Qui vont se préparer à ne pas mourir. Ça voudrait dire que le camp Kamere aussi n'est pas faible. Le camp Kamere a beaucoup de ressorts. C'est quelqu'un qui a drainé beaucoup de gens lorsqu'il était en opposition à Kabila, lorsqu'il a quitté l'Assemblée nationale. Il a aussi beaucoup de leviers. Il avait beaucoup de leviers du pouvoir. Donc ça prouve qu'eux aussi, ils ne dorment pas. Donc ça va être difficile. Mais comme Tshisekedi, s'il arrive à avoir toujours l'appui de Kabila, il va pouvoir se débarrasser de lui. Et il ne faut pas oublier que Kabila a une dent contre Kamere. C'est ça, oui. Et Kabila ne se gênerait pas d'aider Tshisekedi à enterrer Kamere. C'est tout le jeu politique. On termine par autre dossier judiciaire, le cas Hissène Habré. Il a été condamné pour les crimes commis dans son pays. Et donc, il purge sa peine, n'est-ce pas, au Sénégal. Et la dernière fois, on a appris qu'il a été libéré, en tout cas sorti de prison, pour lui épargner la contamination au Covid-19. Et les gens ne sont pas d'accord. Est-ce qu'il va retourner, comme dit la justice sénégalaise, en prison? Il va retourner. On a sorti... Bon, c'est vrai que ce n'est pas évident, puisque les gens qu'on a sortis... Ce n'est pas la première fois qu'il y a des gens qui sont malades, et qu'on libère comme ça. Non, on a libéré plein de gens au Togo parce que par peur du coronavirus, il y avait 1000 et quelques au début de la pandémie. Il y a d'autres qu'on va encore libérer. Non, ce n'est pas... Mais Hissène Habré est un gros morceau. Hissène Habré est un gros morceau. Il y a des gros morceaux chez nous aussi qu'on n'a pas libérés. Bon, oui, c'est vrai. Hissène Habré est un gros morceau, mais le dossier Hissène Habré est un dossier particulier. Vous savez que c'est un tribunal spécial qui a été créé au niveau de l'Union africaine pour juger Kabila. Pour lui éviter, parce que le Tchad... Hissène Habré. Parce que le Tchad ne voulait pas le juger. On ne voulait pas l'envoyer à la CPI et donc on a trouvé un moyen de le juger. Déjà le fait de l'avoir jugé, et vous savez dans quelles conditions le procès s'est déroulé. Il a refusé de parler, il a fait un certain nombre de pieds de nez au tribunal.
il a 80 ans passés. Je crois qu'il a, le souci majeur, c'est l'indemnisation, la prise en charge des victimes, de leur situation. Le souci majeur, mais à partir du moment où il est condamné, que la peine n'est pas effacée, on peut trouver des mesures alternatives à la détention d'un vieil homme de 80 ans. Moi, je ne trouve pas de... Et ça, c'est le militant des droits de l'homme qui parle. Je ne trouve pas d'inconvénient qu'il soit mis en liberté, retenu en résidence surveillée. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ont été condamnés, mais dont on met la machine pour les surveiller et tout ça. Donc, je crois que pour Hissène Habré, moi, ça ne me pose pas de problème qu'on l'ait libéré pour lui permettre d'échapper. Parce qu'il est malade, il a un âge, tout ce qui l'expose à la maladie. C'est ça. Maintenant, il faut faire en sorte que les fonds qui sont promis pour l'indemnisation des victimes soient mis à disposition et pour que les victimes soient indemnisées dans les meilleures conditions. Ces fonds sont-ils déjà constitués? C'est le fonds propre à Hissène Habré ou bien c'est l'Union africaine? Non, c'est des africaine? fonds de l'Union africaine, des fonds d'autres organisations pour indemniser les victimes. C'est difficile à mettre en place. J'ai rencontré la présidente des victimes la dernière fois à Bamako, qui m'expliquait un peu la situation. C'est compliqué. Et le problème qu'il faut éviter, c'est l'oubli. Il ne faut pas les oublier. C'est des gens qui ont mené un combat énorme pour que nous ayons cette décision, qui est une première en Afrique et qui peut faire tache d'huile lorsqu'on veut juger les gens au lieu de les envoyer à la CPI, de créer des tribunaux de ce genre pour permettre aux populations de pouvoir voir leur cas et leurs droits respectés. C'est ça. Mais maintenant, la question primordiale, c'est la question des victimes qu'il faut régler. Et ça, c'est l'Union africaine, c'est toutes les structures qui se sont investies. Vous savez que même pour financer la Cour, il y a l'Union africaine, l'Union européenne qui s'est investie. Il y a d'autres investisseurs étrangers qui sont investis. Il faut également trouver les mêmes canaux pour que les victimes soient indemnisées. Parce que ce sera un goût d'inachevé lorsque les victimes n'auront pas été indemnisées. Parce que lorsque les gens sont condamnés, lorsque les gens ont créé des crimes ont commis des crimes de ce type, il faut que les victimes soient reconnues comme victimes et non pas que l'argent puisse penser leur plaie, mais ça crée une situation de réconfort. Oui, alors l'idée de cette cour africaine pour juger les Africains, vous en faites un élément important pour l'autonomie, pour l'indépendance de la justice africaine, et donc des cours valables pour juger sans parti pris. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Il faut déjà, nous avons des cours en Afrique. Je suis suffisamment revenu là-dessus. La Cour africaine des droits de l'homme qui juge les États, il faut créer des structures, pas des cours ponctuels. Non, nous pouvons créer une cour permanente du ressort de l'Union africaine qui va s'occuper des Africains, pas seulement des politiques, dans lesquels il faut intégrer des crimes économiques, des crimes environnementaux. Ça nous permet d'aller chercher les gens de Shell, des gens de Total, qui viennent exploiter nos ressources ici et polluent nos mers et nos environnements. Il faut créer une cour pour intégrer les crimes environnementaux, les crimes économiques. Vous savez, les détournements que nous avons dans nos pays sont souvent cautionnés par des multinationales qui viennent faire leur blé ici et qui s'en vont, qui nous exploitent. Et ces crimes économiques, l'exploitation des Africains, on vient, on crée une société, on exploite les Africains, on leur donne 25 000 francs par mois, on les soumet à une sorte d'esclavage qui ne dit pas son nom. Il faut penser à cette structure-là qui va commencer par poursuivre les multinationales, qui viennent détruire notre écosystème, qui viennent piller nos ressources et nous renvoient des miettes. Ceux-là que nous accueillons pour qui nous déroulons le tapis rouge et qui refusent à nos intellectuels d'aller chez eux aujourd'hui. Donc je crois que le débat doit se situer au niveau de la prise en charge de l'Afrique par l'Afrique elle-même, en créant des structures où elle s'auto-juge et elle crée des conditions pour permettre à ces populations d'être fiers de leurs dirigeants, d'être fiers de leur continent. Et je disais la dernière fois qu'un Africain est capable de partir en Afrique pour balayer les rues avec un diplôme que d'être un secrétaire en Afrique. D'être un gardien du meuble que d'être oui.
Il est fier d'être un gardien d'immeuble avec son diplôme que d'être secrétaire au Togo ou en Afrique. Il peut vendre sa maison, tout son terrain pour être gardien. Ça, il faut sortir de cela et créer des conditions pour que les Africains se sentent fiers d'être Africains et reviennent. Pour qu'aujourd'hui, nous ne passions pas notre temps à prier, à attendre un Dieu qui va venir de l'Europe pour nous libérer. Nous devons nous libérer nous-mêmes en sachant d'où nous venons, en apprenant à nous connaître et en faisant face aux difficultés de la vie. C'est ça. Maître, en guise de conclusion de cet entretien, que dire du niveau des droits humains chez nous au Togo d'abord, bien sûr, et puis après sur le plan continental? J'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans un processus de recul. Et la crise de coronavirus ne va pas faciliter les choses. Puisque vous savez, partout, on a pris des mesures d'état d'urgence qui sont parfois appliquées en violation des droits des personnes, et des populations. Il y a eu des morts lors de Il y a eu des morts au niveau du Togo, nous l'avons dénoncé. Et donc, la crainte, c'est la perte de crédibilité des institutions de défense des droits de l'homme et des organisations de défense des droits de l'homme. Les institutions de défense des droits de l'homme, que sont la CNDH, la Cour constitutionnelle, la justice et tout ça, sont rentrées dans un processus d'utilité et non d'efficacité de force. M. Barack Obama a parlé d'institutions fortes en Afrique. Nous avons des institutions utiles. C'est ça. Elles sont utiles pour la pérennisation des pouvoirs en place ou d'un système en place et non pas pour leur propre crédibilité. Donc il faut aujourd'hui trouver des hommes qui vont porter des institutions crédibles, fortes, qui seront des contre-pouvoirs au pouvoir exécutif et faire en sorte que lorsque l'on rentre dans ces institutions de défense des droits de l'homme, on n'y va pas pour faire de la carrière, pour se faire riche ou pour voyager, mais on y va pour défendre des principes, pour défendre des valeurs et pour savoir dire non. Comme M. Badinter a dit à Mitterrand, Monsieur le Président, vous m'avez nommé président du Conseil constitutionnel, à partir d'aujourd'hui, oubliez-moi. Si le membre de l'institution nationale de défense des droits de l'homme, qui peut garantir les libertés individuelles, a le courage moral, psychologique de dire à celui qui l'a nommé, de l'oublier, les droits de l'homme s'en sortiront garantis et renforcés. Malheureusement, quand vous voyez en Afrique, toutes les institutions de contre-pouvoir sont soit infiltrées par des gens qui n'ont pas de conviction, ou des gens carriéristes, ou des gens qui y vont parce qu'ils veulent, après, faire une carrière à l'international, avoir une carte de visite, un carnet d'adresse, mais qui n'y vont pas pour défendre les libertés. Et aujourd'hui, plus que jamais, les libertés de la deuxième génération, c'est les droits économiques et sociopolitiques, les droits économiques et socioculturels, ont besoin d'être renforcés, soutenus par des États forts, des États crédibles, qui font l'effort de sortir de cycle de la corruption et de créer des conditions pour que les citoyens se trouvent à l'aise dans l'application, dans l'exécution et dans la jouissance de leurs droits économiques et socioculturels. Ça, c'est un travail à faire. Les droits civils, politiques, économiques, les droits de la première génération ont fait une avancée, mais subissent aujourd'hui un recul, parce que des dirigeants qui sont arrivés au pouvoir, qui sont au pouvoir, veulent à tout prix conserver le pouvoir ou se faire réélire, et ils créent des conditions pour dynamiter les corps intermédiaires, les forces d'opposition et les forces de contre-pouvoir. Et c'est là qu'il faut le danger se trouve, non pas seulement pour l'Afrique, mais c'est aux grandes dames des autres qui vont revenir pour dire: les Africains, vous êtes incapables de faire de la démocratie, vous êtes incapables de vous surveiller, de vous contrôler, de vous développer. Nous allons vous aider à vous développer et on va continuer par piller nos ressources, on va continuer par prendre et nous dicter la culture dominante, la pensée dominante. La civilisation de domination va continuer par s'imposer aux Africains. Et c'est là le danger. Or, aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance, nous devons trouver les ressources nécessaires pour nous prendre en charge. Et dire que l'ennemi, ce n'est pas l'étranger, l'ennemi, c'est nous-mêmes, et c'est notre ami en face. Et ensuite, il faut que les Africains apprennent à s'aimer, à s'aider, à s'entraider.
L'Africain, lorsque tu réussis à côté de lui, ce qu'il cherche, ce n'est pas d'intimité, c'est de t'éliminer. À partir de ce moment-là, on ne peut pas avancer. C'est ça. Merci, Maître Sylvain Thomas, pour ce temps passé en studio avec nous. C'est à la fin de ce numéro de rencontre échange. Il était question donc de beaucoup de cas, de procès en cours sur le continent africain. On appelle également notre Togo, dans notre pays, le Togo. C'est la fin de ce numéro de rencontre échange. Merci, Maître. Merci de m'avoir invité. C'est cela. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.